Bonjour les amis, salut à tous. En te regardant dessiner, j'apprends à être plus relax dans la réalisation d'une planche de BD. Ouais, souvent on se met une grande pression en voulant que nos pages soient entre guillemets parfaites. La réalisation d'une planche, il faut bien savoir que c'est le fruit d'un temps donné dans notre existence et dans notre existence artistique et personnelle. Cette planche-là, je dessine ça de cette manière-là aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que je dessinerai plus tard et je sais que j'ai dessiné et que je dessinais différemment avant. L'ancrage n'est pas quelque chose qui fixe une pensée, ce sont des marches pour évoluer. C'est-à-dire que là, je sais que je vois mes défauts en même temps que je dessine. Je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. Jamais. À part le petit effet waouh dont on en a parlé hier, quand je vais tracer le pourtour de la case de cette illustration, à ce moment-là, je me dirais waouh, j'ai fait du bon boulot, c'est cool. Mais c'est pas un effet, l'effet il est tout de suite balayé par bon bah qu'est-ce que je vais faire après en fait. Donc l'effet waouh, c'est juste un effet qui symbolise waouh, j'ai monté une marche. Enfin en tout cas, j'ai avancé d'un petit pas. Alors ça c'est la relation personnelle à la planche. Et ensuite, il y a une autre raison, c'est que faut pas oublier qu'une planche de bande dessinée, normalement, en moyenne, ça met 1 seconde à être lu. C'est-à-dire que ça va être lu hyper vite. Chaque planche est certes très importante, mais on peut relâcher la pression en se disant ce n'est qu'une seconde. Ce qui fait que ce qui traverse l'esprit quand on lit une planche pour la première fois n'intervienne généralement que l'énergie avec laquelle a été faite la planche. C'est-à-dire, on fait attention aux détails, mais pas en profondeur. On prend la planche de façon plus globale. Petite introduction à justement à comment une planche évolue, comment l'histoire évolue. Ça, c'est une planche par exemple que j'avais ancrée, qui était dans l'histoire, et en fait que j'ai mise de côté parce que le scénario évoluait et parce que dans le rythme de l'histoire, bah ça n'allait plus. Et en fait, là, je suis en train de la ressortir pour la fin de l'histoire. Donc en fait, elle était censée, je sais pas, être au milieu de l'histoire, dans une séquence bien particulière. Je décris pas ce qui se passe, mais en gros, c'est une métaphore de voyage dans l'espace-temps. Tu vois, le Big Bang à la base, le point de singularité en question, et l'ouverture vers, voilà, je sais pas, la formation des étoiles, la formation des astres, etc. Ça, c'est la planche suivante. En fait, c'est la planche qui est en vis-à-vis. Cette page a tellement été gommée que tu sais, elle en est, tu vois, ça creuse quoi. Et dans ces sillons-là, moi, je vais ensuite créer une nouvelle image à partir de ça et à partir de ce qui est déjà dessiné. En gros, c'est pour te dire que j'ai un stock de planches qui sont issues de versions précédentes. On peut voir que ça a été la planche numéro 35 ici. Elle a été effacée, donc c'était peut-être une 34 avant. Mon histoire vient du dessin et de ce que me génère cette composition de planches. Ce pourquoi j'ai choisi cette page-là en question, c'est que j'avais fait une espèce de composition avec un rond central. C'est ce rond central qui m'a donné l'idée de prolonger cette scène. Ici, un coquillage, on est dans l'espace-temps, big bounce, le temps avance, l'univers se compresse jusqu'au point de singularité. Jusqu'au point de singularité, il est possible de voyager comme l'a fait le personnage, de rentrer dans une nouvelle naissance de l'univers, notre big bang, et ensuite expansion. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une boucle d'espace-temps qui se boucle? C'est-à-dire comme s'il y avait plusieurs coquillages les uns à la suite des autres, et qu'on pourrait voyager dans un espèce de temps cyclique dans lequel il pourrait y avoir autant d'univers qu'on a envie, mais en gros qu'on puisse revenir à un point de départ. Cette idée-là, je peux pas la storyboarder en avance. Je peux pas avoir l'idée de ça. Et pourtant, ça génère une grande idée de fin. Ça va justifier pas mal de choses dans l'histoire. Généralement, mes premières intuitions sont les bonnes. Enfin, je fais la dynamique d'un personnage, l'échelle d'un personnage, je le fais ça en quelques traits pour le placer, le poser. Et après, je me dis, ouais, je peux peut-être avoir mieux. Et en fait, non. C'est toujours le premier choix. Donc, je gomme, je change d'un millimètre, de 2 millimètres, je décale et tout. Puis en fait, au final, je regomme tout et je me dis, bon, non, mais en fait, c'était bien. L'homme qui se contredit en un seul geste, c'est moi-même. J'ai pas peur. C'est fou de créer quelque chose d'aussi solide en total impro, c'est impressionnant et je me demande comment tu as vendu le projet à Casterman. Tu avais fait plusieurs pages, on l'a contacté. Ouais. J'avais fait, je sais plus, 40 ou 60 pages. En fait, j'ai galéré pendant 1 an
j'avais cette histoire, j'avais un autre personnage que j'arrive en tête. Enfin, tout le tome numéro 1, il est complètement improvisé. Enfin, vraiment, c'est de l'impro total. J'ai fait des centaines de pages de crédit plusieurs fois. Et même moi, à un moment donné, j'ai quand même hésité parce que quand tu bosses un an sur quelque chose, tu bosses un an. Tu prépares quelque chose, tu bosses un an. T'es là, mais comment je vais faire? Faut que ça sorte. Qui je vais le présenter? Tu présentes ça à plusieurs personnes. Les personnes te répondent pas. Enfin, tu sais, des éditeurs à qui j'avais envoyé ça avant, en fait, que ce soit le projet Négalion en question. C'est-à-dire que ça n'est même pas le nom de Négalion. Tout est improvisé de toute façon. Donc, et donc, à un moment donné, Berger Dinosaure me vient à la tête. Je suis là, waouh, ça c'est une très très bonne idée. Et j'ai repris toutes les versions, toutes les pages crayonnées, toutes les pages ancrées, parce que j'avais ancré pas mal de pages. Hein. Je peux vous montrer. Si vous voulez, je vous montre des pages. Ça, c'est une page que j'avais déjà faite avec d'autres personnages. Et je l'ai refaite pour Négaliode. C'était sur un même type de décor. Donc en fait, je trouvais l'action bien. Ça, c'est une page dans Négaliode. Je sais pas si vous vous souvenez, cette page-là. C'est quasiment les mêmes plans, mais plus brut, avec du pinceau et tout. Et en fait, c'était trop dense, trop compliqué. Et ça, je vous ai pas tout montré. Et en gros, j'improvise comme ça. Donc il y a des pages qui sont retenues, d'autres pas du tout. En gros, ce que je montre là, c'est les dialogues que j'ai réécrits. Du tome numéro 2. Hop, je prends ici cette scène-là. Mais là, typiquement, ce qui se passe dans cette planche qu'on avait pu faire ensemble d'ailleurs. Voilà, il y a les dialogues qui sont écrits. En fait, je les ai effacés complètement. Par contre, je garde la taille des bulles. Et là, mon grand jeu à moi, j'ai fait une nouvelle proposition, donc j'efface tout. Et j'ai réécrit les dialogues complètement. Là, c'est une espèce d'écriture, ça m'a pris 2 jours. J'étais hyper focus à voilà, noter les dialogues qui me venaient. Et généralement, ça tape juste parce que je les ai tellement écrits, réécrits au fil du dessin des pages, que là je sentais que certaines choses pouvaient se cristalliser. Et c'est pour dire que donc l'album, hein, on fait de la bande dessinée, hein, mais il doit y avoir, je sais pas, 70% des dialogues qui ont été réécrits ici. Donc un album de 200 pages tient en 3 pages de dialogue. Pour dire que la bande dessinée, c'est aussi un travail, je sais pas, de fond et de sensation qui vient aussi et principalement du dessin, notamment pour moi. Et donc pour le coup, pour moi, le dialogue dans cette bande dessinée, c'est vraiment le concentré de faire éclore ses émotions et de donner le juste équilibre d'informations pour que mon univers soit cohérent et pour qu'en même temps, il y a toute une façon de faire vivre les personnages. Cohérence de l'univers et faire vivre les personnages, c'est vraiment ce qui est le plus compliqué dans la narration, c'est-à-dire ne pas faire d'écart, d'incohérence, c'est-à-dire que ça peut pas exister dans l'univers, ou les personnages, pourquoi le personnage fait ci, pourquoi le personnage fait ça. Voilà, les questions de scénario qui sont là-dedans. Ensemble, on va faire la couverture de l'édition de luxe. Là, ce sont des vaisseaux vus de dessus. Moi, je voulais faire des bateaux vus de côté. Je commençais à faire les détails, des coupes des bateaux, etc. Je trouvais ça assez chouette. Mais ça m'emmerdait, je vous avouerai. En fait, j'en ai trop marre de dessiner des architectures de bateaux, etc. J'en ai ras-le-bol. Je suis parti sur autre chose. Je veux voir ce que ça donne. En tout cas, moi, j'aime bien. Je trouve ça assez impactant. Je vous montre ça. Et ce que ça a donné, j'ai commencé les premières esquisses. Ça donne ça. Ça m'amuse énormément, je pense que vous pouvez pas savoir à quel point. Je pioche dans des bouquins tels que celui-ci, Les Indiens d'Amérique du Nord, qui, je pense, va être le livre central pour mes histoires de bande dessinée à venir.